Apple a encore frappé fort avec le redesign iOS 26 grâce à un nouveau matériau, le Liquid Glass. Véritable délice d'ingénierie, j'ai décortiqué les conférences développeurs pour tout vous dévoiler sur ce nouvel élément et vous guider dans son usage. Parlons design. La saison 8 de Parlons Design est sponsorisée par User Testing, la solution de test utilisateur faite pour les designers. Salut, c'est Romain Vachna, bienvenue dans Parlons Design. On va discuter Liquid Glass. En effet, récemment, c'était la WWDC 2025, la conférence annuelle des développeurs organisée par Apple par rapport à l'écosystème Apple. Régulièrement, même tous les ans, ils font les annonces de leurs nouveaux OS. Ils ont notamment annoncé iOS 26 avec un gros redesign et ce nouveau matériel, le Liquid Glass. C'est un espèce d'effet de verre qu'on voit pas mal, mais pas seulement. Le Liquid Glass, c'est vraiment 100% unique et très très complexe. Ça combine un effet de blur qui ressemble à ce qu'on peut voir quand on représente du verre, mais également un prisme lumineux qui reprend quelques mécanismes des liquides finalement, de l'eau, qui donne vraiment une apparence absolument unique à cette texture-là qu'on ne retrouve actuellement sur aucun autre produit. Ce qui est intéressant, c'est qu'ils ont sorti ce nouveau matériel qu'on va creuser ensemble, mais aussi toute une palette d'interactions, d'options d'accessibilité et de guidelines d'usage stricts pour que finalement ce Liquid Glass soit bien utilisé. Alors, on va plonger tout de suite. C'est quoi le Liquid Glass? Quels sont les guidelines d'usage par Apple? Et bien sûr, une petite conclusion sur l'impact de tout ça. Alors, le Liquid Glass, c'est un matériau en 3 layers, en 3 couches. La plus standard, celle qu'on connaît le plus peut-être, c'est la partie glace, donc la partie verre, qui est globalement un effet de flou, un effet de blur qui est appliqué. Ça, c'est le premier layer qui est le plus proche de l'utilisateur. Ensuite, il y en a un second qui est un layer de dimming, donc qui va apporter de la coloration tout simplement à ce qui se trouve derrière le matériau. Donc par défaut, c'est une coloration claire, mais en fonction de l'environnement, ça va pouvoir s'adapter, vous allez pouvoir le personnaliser. On en reparle juste après. Et enfin, un troisième layer qui, lui, est le plus loin de l'utilisateur, qui est le premier élément qui se superpose à l'interface, qui est un effet de prisme, un effet de goutte d'eau finalement, qui va venir réfracter la lumière qui passe derrière et qui l'entoure pour créer cet effet de prisme lumineux qui est à la fois très naturel mais en même temps qu'on ne rencontre jamais dans la vraie vie et qui donne toute sa particularité, toute sa spécificité au Liquid Glass. Alors, la très mauvaise nouvelle, c'est que c'est impossible à reproduire dans Figma ou même dans Sketch. J'ai été regarder les tutoriels qui sont sortis là-dessus, rien ne donne cet effet de prisme. J'ai même été regarder les fichiers proposés par Apple, la librairie Sketch qui propose pour reproduire iOS 26, et on n'a pas cet effet de prisme non plus, c'est simplifié avec en effet un blur et une coloration qui reprennent plutôt un effet de verre standard, mais cet effet de liquid glass qui combine ce prisme et ce fond, ce flou n'est pas reproductible dans Figma et dans Sketch. Pour autant, il y a quelque chose qui est très bien et c'est un gros avantage pour Apple, c'est que ce matériau est hyper simple à utiliser sur iOS en tant que développeur, parce que c'est dispo nativement comme finalement un background, comme une toute couleur de background, avec pas mal d'options d'ailleurs. Mais donc, en termes de développement pour un développeur sur la plateforme iOS, c'est très très simple à reproduire. Par contre, pour un designer dans une maquette, c'est absolument impossible à reproduire. Et autre point, le reproduire hors de la plateforme iOS, macOS, iPadOS, watchOS, c'est à peu près tout à fait impossible également, parce que c'est quelque chose d'absolument custom qui, en termes de développement, doit être très très complexe à reproduire. Donc à date, ça va vraiment être limité à à l'écosystème Apple tout simplement et vraiment aux développeurs Apple directement. Donc c'est vraiment un matériau qui leur est propre et qui est très dur à reproduire. Voilà, donc vous pouvez l'utiliser, mais ne vous embêtez pas dans vos maquettes à faire un truc au pixel près, ça risque de passer beaucoup de temps pour pas grand-chose. Alors, ce qui est intéressant avec ce matériau, c'est qu'il a aussi des interactions qui lui sont liées. Alors,
pareil, ça c'est inclus, on va dire, dans le package quand on utilise ce matériau dans l'écosystème Apple, donc c'est déjà préconstruit dans l'écosystème de développement. Quand on va taper dessus, on va avoir un effet de luminosité qui va le rendre un petit peu plus lumineux et surtout une réaction liquide assez naturelle, encore une fois, qui va venir lui donner un espèce d'écrasement et de rebond tout à fait semblable à du liquide, qui permet de caractériser les interactions avec ces éléments de liquid glass. Également, toute une panoplie de transformations sont pareil built-in vraiment dans le matériau mis à disposition par Apple, ce qu'ils appellent le liquid morphing. Donc quand on va pouvoir cliquer sur un bouton qui va se transformer en autre chose, on va avoir un morph pareil qui reprend des comportements et une transition qui donne un effet liquide un petit peu à cette interface. Et pareil, ça on n'a pas besoin de s'en préoccuper, tout est géré par Apple. Alors malgré tout, il y a des choses qu'on peut personnaliser sur ce matériau liquid glass. Déjà, ça va être teintable, on va pouvoir lui donner une teinte, une couleur. Nous, on lui donne juste une couleur en entrée et ensuite, de manière tout à fait adaptative et automatique, Apple, va venir retravailler cette couleur pour qu'elle s'adapte au background, qui est derrière l'élément et à l'ensemble des interactions. Donc c'est pas parce que vous donnez un code exa précis que ça va être lui qui va être utilisé précisément. Il va être un petit peu retravaillé pour s'intégrer dans ce liquid glass de manière contextuelle avec son background. Tu choisis la teinte et l'OS s'adapte lui-même à la surface que ça doit représenter. Voilà, ça c'est pas mal. Les rendus sont plutôt bien et du coup ça va très bien s'intégrer a priori dans l'écosystème iOS. Le deuxième point en termes de paramétrage, c'est que comme on a pu le voir, c'est pas encore ça niveau accessibilité. Je pense qu'ils vont l'améliorer dans les prochaines itérations de la bêta iOS 26. Pour autant, c'est déjà compatible avec tous les paramètres d'accessibilité qu'on peut retrouver dans les paramètres de l'iPhone, du Mac ou de l'iPad. Et globalement, en fonction des paramètres qu'on va activer, mais ça va devenir un effet de verre, de glace, plus standard, on va dire, avec un flou très important, potentiellement une bordure et on va complètement s'éloigner de cet aspect liquid glass quand on va activer les paramètres d'accessibilité. Mais ça pareil, vous n'avez pas à vous en occuper, c'est inclus dans le matériel et Apple gère ça, proprement, automatiquement avec l'OS. Voilà pour ce matériel, mais maintenant comment l'utiliser? Alors on pourrait se dire: «Mais on a envie de l'utiliser partout, c'est absolument magnifique» ou au contraire vous pouvez le détester, ce n'est pas la question du jour. Ce que recommande Apple en tout cas, c'est d'utiliser uniquement pour la navigation primaire. Donc pour la tab bar, pour les éléments de navigation principaux, donc on va dire la toolbar, bouton pour redevenir en arrière, bouton d'édition, principaux, mais pas plus. Également, dans ces éléments de navigation, ils interdisent, ou en tout cas recommandent de ne fortement pas, utiliser un matériel de glace sur un matériel de glace. Vous avez une seule surface en liquid glass et par-dessus vous allez mettre des éléments, standards avec des backgrounds standards, mais surtout éviter la superposition d'un liquid glass au-dessus d'un liquid glass. Voilà, les guidelines sont très simples, c'est ne pas le surutiliser et le garder à ses éléments de navigation et enfin pas faire de double couche. Petite info, qui peut être intéressant, il y a 2 niveaux de, liquid glass. Le premier c'est le régular, c'est le classique, celui que vous avez beaucoup vu partout, qui a un comportement adaptatif à son environnement et à son background. Il y en a une deuxième variante qui s'appelle clear, qui elle va être beaucoup plus transparente en permanence et va être utilisée uniquement pour mettre en avant des éléments flottants. Par exemple, des contrôles vidéo, le bouton play, le bouton pause, le slider, ces choses-là. Donc ça va être utilisé uniquement quand on a des contenus riches en termes de médias, donc player vidéo, display photo potentiellement, et avec du contenu très gros, très fat. Le bouton play d'une vidéo, c'est exactement adapté à ce genre de contexte-là. Donc globalement, on va principalement utiliser du régular. Et si vous êtes dans des contenus riches en médias visuels avec du contenu fort, là vous allez pouvoir utiliser la variante clear. Enfin, petit bonus intéressant et que vous avez peut-être vu dans les différentes présentations d'Apple, on retrouve dans beaucoup de leurs présentations un espèce de flou de fin de page, qui permet de faire disparaître, délicatement la fin d'une zone de scroll.
Alors ça s'appelle le Native Scroll Edge Effect. C'est, on va dire une transition assez subtile, qui permet que dans une liste scrollable, la fin du contenu ne s'arrête pas abruptement, mais disparaisse dans un espèce de brouillard. Pareil, ça c'est un petit peu la sauce secrète d'Apple. On va pouvoir le reproduire plus ou moins avec des gradients sur les Figma. Ça va être très dur à reproduire de manière fidèle. En tout cas, pareil, sachez que c'est une fonctionnalité native qui va être disponible avec iOS 26 et qui permettra de très bien se conformer au style d'iOS 26. Voilà. Pour conclure, je trouve que c'est un matériau assez unique qui est plutôt élégant. Là, j'ai installé la bêta d'iOS 26 et je crois que je m'y suis fait assez vite. Ces détails visuels, on voit que c'est quand même très travaillé, c'est assez plaisant à l'œil. Pour autant, il ne faut pas en abuser et Apple l'a bien compris très vite. Donc, faites attention si vous l'utilisez dans vos applications. Bien sûr, si vous utilisez déjà les éléments de navigation natifs d'Apple, la tab bar, la navigation bar, ces éléments-là, à la mise à jour vers iOS 26, ils vont être automatiquement compatibles et d'ailleurs transformés dans ces variantes-là. Donc il n'y a pas grand-chose à faire. Mais par contre, si vous voulez l'utiliser sur des navigations custom ou autres, là, il faudra faire de l'intégration manuelle. Bref, bonne idée ou choix trop osé, je vous laisse en débattre. D'ailleurs, n'hésitez pas à en discuter, à partager vos avis avec un petit message LinkedIn ou autre, ou dans les commentaires si vous êtes sur YouTube. En tout cas, je serais très heureux d'écouter vos avis là-dessus. Et puis, l'avenir nous le dira si Apple a fait un bon pari avec ce Liquid Glass ou si on le voit disparaître très vite dans les prochaines années. À minima, je trouve que c'est un pari osé, un pari intéressant, bien à l'opposé de ce que fait Google avec Material de l'autre côté, qui redonne malgré tout un petit peu de vie, un petit peu de fun à nos téléphones et à nos ordis. Donc pourquoi pas, j'ai envie de dire. Et en tout cas voilà, c'est un beau matériel qui a été bien travaillé dans les moindres détails. C'est un vrai petit délice d'ingénierie, de complexité. Voilà, j'espère que l'épisode vous aura plu. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau sujet. Salut. Design.